Bonjour, nous voici en direct pour une nouvelle émission de Face à Face. Ce n'est pas encore la rentrée, je vous rassure, mais le 9 août dernier, j'étais comme beaucoup, vous le savez ou certains le savent, à la Salse, au domaine de la Salse, à tenir une conférence. Et j'avais envie de vous la faire partager, vous, mes auditeurs de Face à Face. Voilà. Alors, quel était le sujet de cette conférence? Il était multiple. Il tourne autour, bien sûr, de l'ufologie. Alors justement, en 2018, où en est l'ufologie? Nulle part, le néant. On se contente de ressasser de vieux événements et de lancer des appels à qui a vu un objet quelconque passer à tel endroit. Chacun de nous a un appareil photo doublé d'une caméra dans sa poche et toujours rien. Pas une seule photo d'OVNI digne de ce nom, et encore moins une vidéo. Ne serait-on pas en train de tourner en rond? Quand je vois encore en 2018 des unes de magazines soi-disant spécialisés ufologie, titrés sur de vieux sujets, c'est hélas l'impression que cela me donne. Donc, comme on ne sait rien, on écoute des personnes qui palabrent sans preuve et nous racontent des histoires à dormir debout. Ce que je vais vous exposer aujourd'hui est le fruit d'années de recherche basées uniquement sur des faits que l'on peut prouver. Reste à trouver la définition de ce qu'est une preuve. Si des dizaines de témoins dignes de ce nom, n'ayant rien à gagner à relater ce fait, témoignent avoir vu, par exemple, une soucoupe volante dans le ciel, on peut considérer cela comme une preuve, sans pour autant pouvoir conclure à ce qu'ils ont vu. Était-ce une soucoupe physique dans notre 3D? Était-ce une entité prenant la forme d'une soucoupe, ou était-ce une projection mentale dans leur esprit respectif? Pour beaucoup d'autoproclamés ufologues, l'ufologie est née en 1947 avec Kenneth Arnold et Roswell. S'en est suivi des vagues d'observations d'OVNI partout dans le monde, en France. La plus célèbre fut celle de 1954, ayant produit tout de même des centaines de rencontres du troisième type, c'est-à-dire des atterrissages avec vue des occupants des soucoupes ou des OVNI. A-t-on, grâce à ces vagues, accumulé des preuves? Oui, par exemple, les traces laissées au sol par les vaisseaux. Parmi d'autres, le CNRS de Nancy a analysé en 1975 des résidus suite à l'atterrissage d'un vaisseau et ont trouvé, certes du magnésium et de l'aluminium, mais le pourcentage isotopique de ce magnésium est différent de celui terrestre. Le centre ufologique italien, lui, découvre en 1990, sur le lieu d'un atterrissage près de Naples, la présence de micro-ondes à forte intensité qui ont contaminé le terrain. La présence de ces micro-ondes sera très souvent repérée par la suite. Mais, toujours à Naples, les Italiens découvrent des traces de ytterbium. Ytterbium est un métal du groupe des terres rares. Comme les autres lanthanides, il est gris-argent, malléable et ductile à la température ambiante. Mais surprise, celui qu'ils trouvent est totalement pur. Or, il n'existe pas sur Terre en cet état. Il est mélangé à d'autres lanthanides et les procédés de fractionnement pour l'extraire sont très longs. Cela suffit-il à prouver l'origine extraterrestre des vaisseaux? On pourrait le penser, sauf si, à travers l'histoire, d'autres faits ont aussi laissé des traces de produits inconnus, sans lien avec l'ufologie. Mais l'énorme progrès fait en ufologie fut l'avènement de ce qui alla bouleverser à jamais celle-ci, l'hypnose régressive. En effet, en 1963, le psychiatre Benjamin Simond fit la fameuse hypnose des époux Hill et le phénomène des abductions extraterrestres put déferler. Ne pensez pas que ce phénomène soit anodin. En France, vous en entendez très peu parler car nos médias sont idiots. Si les cas ufologiques sont importants aux États-Unis, c'est que là-bas, ils en parlent librement, sans tourner cela au ridicule comme en France. Selon beaucoup de spécialistes, le nombre de contactés et ou abductés se compterait en millions. Dans ce domaine, des contactés et ou abductés, vous allez trouver des milliers de livres, et plus récemment, des dizaines de milliers de séances d'hypnose régressive sur le net.
avec des noms que vous avez déjà entendu citer, les Américains en tête, Bud Hopkins, David Jacobs, John Mack. Quant à ceux qui font des séances d'hypnose sur le net, on ne le compte déjà plus. Du reste, pour quelques euros, vous pouvez obtenir votre diplôme d'hypnothérapeute. On va dans un premier temps faire un bref résumé des résultats de ces témoignages et de ces séances d'hypnose. Commençons par les époux Hill, pour se remémorer les faits. Ils roulent de nuit sur une route avant de voir un objet discoïdal dans le ciel. Ils avaient encore 55 km à parcourir avant de rentrer chez eux. Une fois arrivés, ils constatent qu'ils ont mis 2 heures de plus qu'à l'accoutumée. Ils constatent des griffures sur les chaussures, de vives douleurs dans le dos, de la peinture manquante sur l'automobile. Ils mettent un certain temps avant d'être dirigés vers un psychiatre qui leur fait une séance d'hypnose où ils voient des petits êtres, les ayant abductés, faire subir des examens médicaux et expliquer qu'ils venaient de Zeta Reticuli. Des histoires comme celle-ci se sont ensuite succédées par milliers. Comme le disait le professeur de psychologie Don Dunleary, la plupart des abductés sont très convaincants. Il n'y a pas de gens parmi eux qui agissent dans un but intéressé et ils n'ont rien à gagner en racontant ces histoires. J'ai personnellement discuté avec de nombreux contactés et ou abductés et jamais de ma vie je ne remettrai en doute leurs propos. Ils sont persuadés d'avoir vécu ce qu'ils racontent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir le mécanisme de ces abductions. En étudiant ces récits, on peut déceler des points communs. Premièrement, les bruits de la nature ne peuvent plus être entendus. Deuxièmement, l'environnement peut être figé, comme une photographie. Il y a une absence de tout mouvement, y compris la flore, comme s'il n'y avait plus de vent. En ville, la circulation urbaine peut être arrêtée. Troisièmement, l'environnement peut être changé brusquement. Le paysage familier dans lequel évoluait le témoin est remplacé par un paysage étranger. Quatrièmement, les témoins potentiels ne voient strictement rien de l'incident censé se dérouler non loin d'eux. Il n'existe que 2 cas où il y a eu plusieurs témoins. L'affaire Travis Walton, résumé vite fait, un bûcheron frappé par un rayon bleu issu d'une boule de lumière est disparu devant 6 de ses camarades en novembre 1975 avant de réapparaître 5 jours plus tard et avoir raconté avoir été enlevé par des aliens de 1,50 m en forme de fœtus humain. L'autre affaire est très controversée, celle de Linda Napolitano en 89. Donc, je la cite, mais c'est pas sûr cette histoire. Bref, vous voyez donc très peu d'affaires où il y a des témoins qui voient l'abduction. Cinquièmement, la circulation automobile habituelle peut aussi laisser place à une route déserte, alors qu'elle devrait être très fréquentée. Sixièmement, des odeurs de soufre, présence de brume. Étudions rapidement comme ça quelques cas. 1957, comté de Kern en Californie, enquête de l'excellente Anne Druffel, régression hypnotique du Dr William McCall, qui utilise l'hypnose en milieu hospitalier. Emily Cronin roule en voiture, elle s'arrête pour admirer le coucher du soleil, quand soudainement un objet en forme de cloche s'arrête en sustentation à quelques mètres de sa voiture. Elle se voit à l'intérieur de l'OVNI et y distingue des formes ombreuses humanoïdes entre 2,10 m et 2,40 m. Elle a la très nette impression que l'intérieur de l'OVNI est beaucoup plus grand que ce qu'il donnait comme impression de l'extérieur. Les occupants lui disent que le moment n'est pas encore venu pour elle de les accompagner sur leur monde originel. 1978, Angleterre, enquête de Frank Johnson, hypnose de Geoffrey McCartney, hypnothérapeute professionnel. Un soir, John Mann, son épouse et ses 2 filles rentrent en voiture. Tous aperçoivent un objet qui semble atterrir. John réalise alors qu'il roule sur une route déserte alors qu'ils étaient à proximité d'une ville dans une forte circulation. Le véhicule semble se conduire de lui-même. John n'a plus le contrôle. Sous hypnose, le scénario suivant apparaît. Une sorte de brouillard s'engouffre dans la voiture. Les témoins observent un objet ayant la forme de Saturne. Ils sont abductés par de grands êtres de type nordique qui prétendent venir d'une planète nommée Janos. Je m'arrête à ces 2 exemples, car des auteurs se sont spécialisés dans le recueil de ces témoignages sous hypnose. Vous pouvez les lire, vous n'en tirerez aucun enseignement. Mis à part une chose extrêmement intéressante.
le nombre incroyable d'espèces d'extraterrestres différentes, comme si tout d'un coup la Terre était devenue le centre de l'univers et intéressait subitement tous les extraterrestres alentours quand ils ne viennent pas de galaxies voisines de la nôtre, comme Andromède. Certains, sans connaître rien à la science physique, mais étant des doux rêveurs, se sont pris à énoncer que l'explosion de la première bombe nucléaire en 1945 a fait que ces êtres ont rappliqué pour nous éviter le pire. Certains sont devenus riches et ont même créé des mouvements reconnus comme religions, par exemple les Raéliens au Canada. Dans un moment de lucidité, Bud Hopkins déclara en 2003 « Les créatures qui enlèvent des gens dans les ovnis peuvent très bien ne pas avoir de forme du tout, mais elles peuvent prendre n'importe quelle forme. On y reviendra. » Le cinéma a mis en scène les fameux petits gris, censés s'être écrasés à Roswell. Mais quand on étudie des cas, on a souvent affaire à des entités fort étranges. Quelques exemples. 1949, au Pérou, enquête de Richard Greenwell. Un témoin voit un ovni lenticulaire en sustentation au-dessus des dunes de sable. 3 êtres en sortent et glissent vers le témoin en laissant une trace sinueuse sur le sable. Ils ressemblent à des momies. Leur peau est comme celle des serviettes de toilette. De la gelée à la place des yeux. Pas de nez, ni de bouche, ni d'oreille. 1951, Autriche. Un militaire est abducté et emmené dans un ovni. Ses ravisseurs sont des humanoïdes à tête cylindrique chauve, sans cou, et aux yeux constitués de multiples facettes comme des mouches. Un simple trou remplace nez et oreille, et la bouche est une mince ligne. Des petits bras courts avec 3 doigts et un corps cylindrique. Il l'emmène sur la Lune et Mars. C'est lui montre des bases d'engins spatiaux. 1951, toujours en quête d'Anne Druffel, un témoin, Harrison Bailey, voit devant lui un tourbillon de vent et un objet gris et ovale ressemblant à une citerne. Une douzaine de créatures ressemblant à des grenouilles de 45 cm de haut l'entourent, puis de plus petites créatures comme des insectes couvertes d'écailles faisant 2,5 cm se précipitent sur lui. Sous hypnose, il raconte avoir été ausculté dans l'ovni par des êtres humanoïdes qui portent sur le visage un masque comparable à celui des soudeurs. Il a perdu 6 heures de temps, sa santé se dégrade vite par la suite. Les médecins lui disent alors que ses organes internes sont 3 fois plus vieux que son âge. À 35 ans, il est contraint d'arrêter de travailler et devient prêcheur. Là, chez lui, il reçoit une autre visite des mêmes entités sous forme de visages brumeux et elles lui permettent même de les photographier. Vous pouvez acheter le livre de Anne Druffel où sont publiées ces photos, Harrison Bailey and the Flying Saucer Disease. Et comme d'habitude, vous allez être déçus car on y distingue effectivement 2 silhouettes sombres sans aucun détail précis, sauf le bras droit au bout duquel ce qui semble une main tient une boîte. 1973, et je m'arrête là, États-Unis, enquête de Gordon Law, témoin Clarence Ray Patterson, qui roule en camionnette en voyant un énorme ovni de la taille d'un terrain de football, descendant du ciel et dirigeant un faisceau de lumière vers son véhicule en le tractant à l'intérieur de l'engin. Les 6 petits humanoïdes cyclopes avec des mains en forme de griffes faisaient 1,30 m. Je vais m'arrêter là en vous citant rapidement d'autres exemples d'aliens, des femmes nues sans nombril, des êtres abeilles, des êtres de 1,50 m plats à la peau blanche, des créatures ressemblant à des machines de près de 5 mètres de haut en forme de tombeau, des créatures avec la tête en ballon de rugby munies d'une rangée de petits miroirs avec une antenne au sommet, des bras longs flexibles sans doigts et avec une seule jambe, des robots humanoïdes avec tête de cheval, des petits humanoïdes de 1,50 m avec un visage qui ressemble à celui des rats et des pieds en forme de pattes de canard, etc., etc. Si on lisait toute la littérature ufologique, je pense que l'on dépasserait allègrement 10 000 races extraterrestres différentes. Et si on pouvait interroger les millions de personnes abductées dans le monde, on en arriverait au même chiffre, en millions. En général, les contacts d'humains avec les extraterrestres se traduisent par des abductions, qui sont décrites comme des faits cauchemardesques, caractérisés la plupart des temps par des examens médicaux douloureux et de nombreuses séquelles de santé pour les témoins par la suite. Quelques cas échappent à cette règle. Ils se caractérisent même parfois par des contacts où une assistance médicale est apportée à des humains atteints de maux que la médecine humaine n'avait pas encore détectés ou pour lesquels elle se montrait impuissante. Citons juste 2 exemples. Le premier date de 1957 et s'est produit au Brésil.
Les faits se sont déroulés près de la ville de Petropolis. Des êtres extraterrestres auraient traité une jeune fille de 16 ans atteinte d'un cancer de l'estomac en phase terminale. Dans la nuit du 25 octobre 1957, sa chambre se trouva soudainement aussi éclairée, comme si le faisceau d'un projecteur avait été pointé vers l'intérieur de la pièce. Les témoins, à savoir le père de la malade, son fils et une domestique, virent par la fenêtre de la chambre qu'un ovni avait atterri. Le vaisseau n'était pas très grand. Sa partie supérieure était entourée d'une lueur jaune qui tirait sur le rouge. Deux êtres en sortirent, hauts de 1,20 m, disposant de longs cheveux jaunes rougeâtres et des yeux bridés de couleur vert. Ils portaient une combinaison blanche et lumineuse sur la poitrine, le dos et les poignets. Pour déterminer la source de la maladie de la jeune fille, ils braquèrent un faisceau blanc tirant sur le bleu, issu d'une sorte de tube de métal sur le ventre de la malade. Cette partie de son corps devint alors transparente. Ensuite, les êtres confiaient au père de la jeune fille un traitement composé de 30 boules blanches, contenues chacune dans une sphère d'acier, en précisant que la souffrante devait en prendre une durant 30 jours jusqu'à la guérison. Ils communiquèrent avec les témoins par télépathie. Leur intervention dura au total 30 minutes. En décembre 1957, la guérison miraculeuse aux yeux de la médecine humaine de la jeune malade fut confirmée. Plus récemment, aux USA, en 1988, un père et son fils circulaient sur une autoroute. La seule chose dont ils se souviennent de leur enlèvement est qu'au cours de leur voyage, un grand ovni est soudain apparu au-dessus de leur véhicule. Ils reprirent ensuite conscience alors qu'ils étaient dans ce qu'ils pensaient être un vaisseau spatial et qu'un groupe d'extraterrestres les entourait. Durant un délai qu'ils considèrent avoir duré 1 heure environ, les extraterrestres intervenaient en réalisant sur eux quelques examens qui se traduiront par la mise en œuvre d'une médecine qu'ils ne comprirent pas. Le père, qui avait le visage balafré par quelques cicatrices, fut traité spécifiquement et débarrassé de ces vilaines marques. Au terme de cet enlèvement, les humains se réveillèrent dans leur véhicule sur un parc. Le chercheur Preston Dennett s'est spécialisé dans ces guérisons extraterrestres et en a écrit un livre. Il en aurait recensé une petite centaine, avec preuve. À noter que Bud Hopkins, lui, disait « On me demande si nous entendons parler de guérison. C'est le cas, de temps en temps, très rarement, mais elles sont une réalité. Et nous ne savons pas comment interpréter ces cas. C'est regrettable car je connais des abductés qui ont de sérieux problèmes de santé et qui aimeraient en être guéris, mais qui ne le sont pas. » La question qui me vient instantanément à l'esprit est donc pourquoi se déplace-t-il dans une chambre soigner un malade et ne soigne-t-il pas les malades qu'ils enlèvent, qui sont bien plus nombreux? Il y a un hic quelque part, mais le mouvement est lancé. Des illuminés écrivent des livres sur les êtres de lumière venus de l'espace pour nous sauver et nous guérir. Cela ne vous rappelle pas le lancement d'une religion, vous? Mais on comprendra la raison de leur agissement. Bien évidemment, il y a le revers de la facette, de nombreux abductés. La grande majorité tombent malades gravement, et certains en meurent. Nous allons maintenant étudier ce thème central qui, sans l'ufologie moderne, n'existerait pas, l'hypnose. Beaucoup de chercheurs se sont reposés sur les séances d'hypnose régressive pour élaborer leur théorie. Cela nous a donné une pléthore d'extraterrestres, une pléthore de planètes d'origine, et dans la plupart des cas, des messages très bateaux sur l'écologie, l'amour, le respect, blabla. En tant que chercheur, j'ai voulu moi aussi enquêter sur l'hypnose régressive. Hélas, je ne suis pas sensible à l'hypnose. Donc, on m'a proposé des canals, des médiums, en fait. Vous pouvez voir de nombreuses séances de ce genre sur la net, à 3, voire 4, quand il faut un traducteur. J'ai choisi de nombreux hypnothérapeutes et de nombreux médiums. J'ai mené des expériences. Jamais, au grand jamais, il n'y a eu d'histoire commune, sauf avec le même hypnothérapeute, bien sûr. J'ai eu autant d'histoires différentes que de séances. J'ai alors eu l'idée, avec l'un des hypnothérapeutes, de lui souffler une suggestion. La première a été que les dragons pouvaient brûler les implants. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir quelques jours plus tard que ce même hypnothérapeute faisait soudainement appel à son propre dragon surgi, dont ne sait où, pour enlever des implants chez ses clients. La coïncidence pouvant être de mise, je lui ai soufflé que l'archange Michael pouvait également détruire les implants.
Quelques jours plus tard, ce même hypnothérapeute, dans sa séance, faisait appel à l'archange Michael pour détruire des impôts. La coïncidence ne pouvant plus être de mise, je compris que l'esprit de l'hypnothérapeute fabriquait lui-même son propre scénario et que le pauvre patient subissait totalement son contrôle. Pour comprendre comment fonctionnait l'hypnose, au-delà des constats que j'en avais fait à titre personnel, j'ai décidé de me rapprocher de ce qui, pour moi, est la sommité mondiale de l'hypnose. Il n'est pas américain, mais italien, le docteur Corrado Malonga. C'est un docteur de chimie organique qui est devenu le patron du CUN italien, le Centre ufologique national. Il s'est intéressé, il y a près de 30 ans, au cas d'un célèbre abducté italien qui défrayait à l'époque la chronique, Valerio Lonzi. Il connaissait les méthodes d'hypnose régressive des Américains et voulut essayer. Il s'adjoint les services du plus célèbre hypnothérapeute italien d'alors, le docteur Ferretti, et il prit contact avec Valerio. En 1994, sortit son livre sur cette recherche, Gli UFO nella mente, qui se traduit littéralement en français par les ovnis dans l'esprit. Si tout le monde avait lu ce livre, personne ne ferait plus des séances d'hypnose à 200 € la séance, et ce pour 2 raisons. La première est que Malonga, après près de 3500 hypnoses, a mis un protocole qui est complètement gratuit. La deuxième est que dans ce livre, que j'ai réussi à faire traduire en français en novembre dernier, le mécanisme subtil de l'esprit est décortiqué. En effet, il a fallu près de 2 ans au docteur Malonga et Ferretti pour décortiquer le vrai du faux des souvenirs de Valerio Lonzi, tout en s'y adjoignant une équipe de 2 personnes menant des enquêtes sur le terrain, aux endroits où Valerio disait qu'il avait été, auprès des amis dont Valerio disait qu'il était avec lui lors de ses abductions, et enfin, des enquêtes sur la famille, son enfance, etc. On s'aperçoit qu'au fil des séances, plusieurs vérités sortent de la bouche de Valerio. Comme il ne s'en sortait pas, Malonga eut la géniale idée de demander, lors de la mise en hypnose, au subconscient de Valerio de faire lever le bras droit quand l'inconscient de Valerio mentait. Et là, ô surprise, ce bras ne cessait de se lever. Je suis devenu ami avec Corrado, avec qui j'échange beaucoup. En lui demandant un jour ce qu'il pensait du phénomène des vidéos YouTube sur l'hypnose, il rigola en me jetant à la figure « Comment fais-tu pour ne pas remarquer qu'ils sont eux-mêmes abductés ?» Et là, je me suis remémoré une citation de la célèbre chercheuse américaine Edith Fiore, qui a écrit en 1989 un livre qui avait défrayé la chronique US, Encounters. Dans cet excellent livre, elle dit « Je pense que la plupart des chercheurs et des thérapeutes spécialisés dans le domaine des abductions sont eux-mêmes des contactés ou des abductés. » J'ai aussi étudié le travail de 3 scientifiques contemporains dont les travaux sont hélas totalement inconnus en France. Michael A. Persinger est un chercheur américain en neurosciences cognitives et professeur d'université. Au cours des années 80, il stimula artificiellement les lobes temporaux des individus grâce à un faible champ magnétique afin de voir s'il était possible d'induire un état d'expérience religieuse, spirituelle ou paranormale. Il stipule que le champ magnétique pourrait produire l'impression d'une perception d'une présence éthérée à l'intérieur d'une pièce. Pour cela, il installe des patients confortablement allongés et le recouvre d'un casque appelé casque de Coren, avec un K. Cette recherche reçut une grande couverture médiatique, incluant une visite du laboratoire de Persinger par Susan Blackmore, une célèbre parapsychologue qui animait le programme scientifique Horizon de la BBC et qui lui avait demandé d'enquêter sur l'origine de l'engouement des Américains sur les abductions extraterrestres. En effet, en enquêtant sur plusieurs cas d'abduction, elle notait, comme de nombreux autres scientifiques, d'un scénario analogue à celui-ci. Impression de se réveiller au milieu de la nuit et tout semblait étrangement éclairé. J'étais dans mon lit et à mes pieds, il y avait un étranger gris de 1,20 m de haut. Son corps mince soutenait une énorme tête avec 2 énormes yeux noirs, liquides et obliques. Il m'a obligé télépathiquement à le suivre et à me conduire dans un vaisseau spatial avec de longs couloirs courbes et une salle d'examen pleine de tables sur lesquelles d'autres personnes étaient allongées. J'ai été forcé de m'allonger, ils m'ont examiné douloureusement, extrait des ovules, ou du sperme si c'est un homme, et ont implanté quelque chose dans mon nez.
Je pouvais voir des tubes translucides contenant des fœtus hybrides à moitié humains, à moitié étrangers, et une garderie pleine d'enfants silencieux. Quand je me suis retrouvé au lit, plusieurs heures s'étaient écoulées. En tant que parapsychologue, elle se demanda s'il n'y avait pas un lien entre le sommeil et les abductions, et plus précisément avec la paralysie du sommeil. Prenons dans Wikipédia la définition de la paralysie du sommeil. Écoutez bien. La paralysie du sommeil est un trouble du sommeil qui se caractérise par le fait que le sujet sur le point de s'endormir ou de s'éveiller se trouve dans l'incapacité d'effectuer tout mouvement volontaire tout en étant tout à fait conscient. À cette sensation d'immobilisation sont couramment associées des hallucinations auditives ou visuelles, ainsi que des impressions d'oppression, de suffocation, de présence maléfique et de mort imminente. Le sujet, dans l'impossibilité d'articuler les sons et de prévenir l'entourage, éprouve le plus souvent un sentiment d'anxiété et de frayeur. La paralysie du sommeil est mentionnée dans les traités médicaux depuis l'Antiquité. Elle toucherait 20% de la population qui ont connu un épisode à un moment ou à un autre dans leur vie. Je dis bien 20%. J'en connais beaucoup personnellement. Alors, Suzanne Blackmore essaye le casque. Voici son témoignage. Pendant 10 minutes, rien. Puis quelque chose m'agrippait les épaules et me soulevait vers le haut. Quelque chose semblait ensuite prendre mes jambes et les glisser vers le mur, à mi-chemin du plafond. Viennent ensuite les émotions très intenses, peur, colère. Quand cela a été fini, je me suis senti faible et complètement désorienté pendant quelques heures. Et là, je vous rappelle que c'est une parapsychologue qui parle, qui essaye elle-même un casque, qui sait donc qu'elle n'a rien à craindre. Donc imaginez quelqu'un qui n'y connaît rien, pour qui cela arrive la première fois, et en pleine nuit. Ces témoignages et recherches fascinantes pour surtout tous ceux aussi qui s'intéressent aux moyens de contrôle de l'esprit avec ce casque. Question qu'on pourrait se poser, c'est pourrions-nous arriver également à implanter de faux souvenirs? Elizabeth Loftus est professeure de psychologie à l'université d'Irvine en Californie aux États-Unis. Ses travaux de recherche sur la mémoire font autorité. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur le syndrome des faux souvenirs et a témoigné dans de nombreux procès contre des thérapeutes déviants dans tous les domaines. Une personnalité de renommée internationale sur le sujet, Elizabeth Loftus a reçu de nombreuses distinctions. En 2002, elle est au premier rang en tant que femme d'une liste des plus éminents psychologues du XXe siècle. Plusieurs de ses ouvrages sont traduits en français, notamment La mémoire, le syndrome des faux souvenirs. Une de ses nombreuses expériences a consisté à implanter dans la mémoire de volontaires le fait d'avoir été perdu dans un énorme centre commercial étant enfant. Tous les sujets se sont souvenus des événements clairement. Et le pire, c'est que quand Elizabeth Loftus leur a dit au final que c'était un faux souvenir implanté, beaucoup ne l'ont absolument pas cru. Étudions maintenant le sempiternel examen médical présent dans beaucoup de récits d'abductés. Il se trouve qu'un médecin urgentiste américain, John G. Miller, s'intéressant personnellement aux abductés, nombreux aux US, a noté qu'il arrive au même résultat sans passer par l'hypnose par rapport à ses collègues qui l'utilisent. Il affirme donc que le stimulus déclencheur pour se remémorer ses souvenirs ne peut en aucun cas être l'hypnose. Il a noté scrupuleusement tous les détails que les abductés lui relatent, ce qui lui permet de conclure que l'abducté ne peut inventer cela car c'est trop éloigné de ce qui se passe dans une salle d'opération classique, notamment concernant l'examen du crâne où les aliens se contentent de se tenir prêts comme s'ils sondaient le patient pour lire en lui. Le chercheur Joe Lewis affirme lui que les aliens, ou entités, contrôlent aussi les régressions hypnotiques. Il a noté que lors de séances d'hypnose auxquelles il assistait, que les entités responsables des abductions sont directement intervenues par le biais des personnes hypnotisées.
Le fait d'apprendre que ces créatures pouvaient contrôler les communications directement avec les sujets, mais aussi avec les hypnotiseurs, les a laissés dans un grand état de choc. Cela démontre pleinement la totale insignifiance des déclarations obtenues sous hypnose, comme vu précédemment avec Corrado Malonga. Hélas, les grosses pointures américaines ne jurent qu'en l'hypnose et se font leurrer de A à Z. Et pourtant, ils auraient dû avoir la puce à l'oreille, car déjà en 1970, un livre de Eric Norman détaillait une régression hypnotique exercée sur le policier Herbert Schirmer qui avait été abducté en 1967. Ce dernier fournit de nombreux détails de son abduction, avec d'énormes informations techniques. Étonné, l'hypnotiseur, Loring G. Williams, le lui demanda alors comment il pouvait connaître toutes ces informations techniques. Schirmer répondit alors « Je ne sais pas, c'est dans mon esprit. Il est, donc il singulier, en train de me dire, pendant que nous parlons, qu'il mette, il au pluriel, qu'il mette, donc il y a quelqu'un qui est en train de lui dire ce que d'autres font, qu'ils mettent aussi des choses sur eux dans ma tête. Il me dit, singulier, qu'ils agissent ainsi avec tous les gens qu'ils contactent. Intéressant, non? On verra plus loin qu'en communiquant ainsi avec les abductés pendant les séances de régression hypnotique, les ravisseurs dont beaucoup se font passer pour des extraterrestres se comportent exactement comme les entités du spiritisme par l'intermédiaire d'un médium, quand ils sont sollicités par des participants à une séance de table tournante. Et j'irai personnellement beaucoup plus loin, l'hypnose leur permet une porte d'entrée chez des sujets qui n'avaient pas été abductés. Notons également quelques points importants. Beaucoup d'abductés ont ressenti des bourdonnements dans leur crâne, qu'il y a souvent une odeur de soufre et que lorsque cela se termine, les abductés se retrouvent dans un grand état d'épuisement, comme si on leur avait retiré toute leur énergie. Or, les médiums du 19e siècle, qui permettaient, on le verra plus loin, l'apparition d'entités d'un autre 3D, disaient exactement la même chose. Je ne vous ai cité qu'une infime partie de ce que des enquêtes sérieuses, menées par des personnes sérieuses, donnent en utilisant l'hypnose régressive. Alors pour ceux d'entre vous qui adorent regarder des séances d'hypnose sur les réseaux sociaux, vous allez me demander, mais où sont les reptiliens ? Car dans ces séances, on en voit beaucoup avec une nouvelle mode, les implants éthériques. Nous serions implantés par des reptiliens ou autres dracos, avec comme chef de file l'anglais David Icke, qui s'est constitué une véritable petite fortune personnelle avec ses livres et ses conférences. Il exploite un filon inépuisable qui consiste à émettre des spéculations les plus fantaisistes, sans jamais apporter aucune preuve, sur de supposés envahisseurs extraterrestres ayant pris le contrôle de notre planète. Frisson garanti, on dévore ses livres un peu comme on va au cinéma regarder des grosses productions hollywoodiennes montrant des aliens venus nous envahir. David Icke se contente de raconter ce que des médiums ou certains hypnothérapeutes lui racontent. Il y en a un qui lui a dit qu'il avait vu George Bush se transformer en reptilien, donc lui il le répète partout. George Bush père est un reptilien, la reine d'Angleterre est une reptilienne. Sans mettre en doute une seule fois ces mêmes médiums ou hypnothérapeutes et leurs méthodes. Et surtout, les incroyables différences d'histoires racontées entre eux. Les reptiliens sont extrêmement rares dans les cas d'abduction. Par exemple, l'enquêteur ô combien sérieux, lui, Kevin Randle, relate que sur les 150 cas d'abduction avérés, sur lesquels il a longtemps investigué, il a dénombré plus de 100 différents types d'aliens. Vous voyez, 150 cas, 100 différents types d'aliens. Et un seul qui pourrait ressembler à une tête de reptile. Vous aurez à ce point de l'exposé compris que nous ne sommes pas soudainement visités par une multitude infinie de races extraterrestres, mais par quelque chose qui prend à volonté l'apparence qu'elle veut. D'autres auteurs, comme David Jacobs, pensent, lui, que nous allons être remplacés par des hybrides extraterrestres. Il crie, du reste, à l'invasion depuis plusieurs années. Toutes ces personnes se fient aveuglement à ce que les séances d'hypnose rapportent.
Donc, depuis les séances d'hypnose, nous sommes envahis par des aliens. Des groupes mondiaux se sont ainsi créés comme des sectes, comme par exemple les Alliés de l'Humanité, qui depuis 50 ans annoncent l'invasion Haïti qui n'avient jamais. J'ai connu un de leurs représentants en France. Il avait même fait une web radio et lançait des appels un peu style Général de Gaulle. En 2008, je crois, il a fait sa dernière émission car l'invasion était imminente et qu'il ne pourrait plus en faire d'autres. La web radio s'appelait Phare, France Alien Résistance. Comme quoi, il suffit qu'un contacté soit un peu charismatique, que cela tourne vite aux sectes et aux religions. Mais avant ces séances d'hypnose en 47, il n'y avait point d'aliens, il n'y avait point d'ovnis. Un des premiers témoignages est relaté dans un document écrit en hiéroglyphes qui porte le nom de Papyrus Thuli, rédigé par un scribe du pharaon Thoutmès III qui vécut entre 1483 et 1450 avant Jésus-Christ. J'en profite ici pour écorcher au passage le nouvel engouement pour les thèses récentistes en vogue en ce moment, nous attribuant une histoire entre 1000 à 1600 ans. Ces chercheurs, tous occidentaux, ont juste oublié d'étudier les fabuleuses histoires fort bien documentées, elles, des empires de Chine, Inde ou du Japon, qui remontent fort loin dans l'histoire. Rien que dans l'actualité toute récente, le souhait d'abdiquer de l'empereur Akihito au Japon, qui est le 125e empereur d'une dynastie vieille, de plus de 2600 ans, fort bien retracée. Revenons à notre papyrus de Thuli. Il y est décrit des phénomènes célestes qui épouvantèrent les témoins qui se jetèrent par terre après l'apparition dans le ciel d'un corps comparé à un monstre, puis surgirent dans les jours qui suivirent de grandes quantités de boules lumineuses dans le ciel. Il ne peut s'agir de météorites car il n'est pas évoqué d'explosion. Il est à noter que dans la Bible, mais il y a aussi des événements célestes décrits, tout comme dans les écrits indiens avec les fameux Vimana et plein d'autres écrits babyloniens, sumériens. En 393 après Jésus-Christ, à Rome, sous le règne de l'empereur Théodose Ier, on vit de nuit un grand globe brillant apparaître brusquement, puis de nombreux petits autres qui formèrent comme un essaim d'abeilles autour du premier. Tous les globes n'en firent plus qu'un, sous une lumière plus forte que le jour, et cette lumière devient une épée en flamme à double tranchant qui brûla pendant 40 jours. Ce phénomène d'apparition d'épées et de lances était très courant dans l'Antiquité. En 743, en Irlande, 4 moines franciscains relatent que des navires dans les cieux, avec leurs équipages, furent vus à plusieurs reprises cette année-là. Là, on touche à l'un des phénomènes les plus vus dans l'Antiquité, des navires dans les cieux. Et oui, les soucoupes volantes n'auraient pas été comprises en ces temps-là. En 1937 à Verdun, en France, et dans tout l'est de la France du reste, on vit des armées en marche dans les cieux. On note qu'un témoin était entraîné de force par un être d'une blancheur éclatante, armé d'un objet mystérieux jetant une lueur aveuglante. 14 avril 1561, la Gazette de Nuremberg rapporte une apparition vue par des milliers de témoins. Elle est faite de boules de couleur rouge, sang, bleu, noir et de disques circulaires en grand nombre. Et entre ces boules, on vit de nombreuses croix couleur sang. On vit aussi 2 grands tuyaux dans lesquels je trouvais 3 boules. On revit ces boules noires le 7 août 1566 à Bâle. En décembre 1642, eut lieu un cas très documenté car il se répéta sur plusieurs années dans la ville de Cayton en Angleterre, où l'on vit tous les samedis et dimanches, dans une prairie cette fois, 2 armées fantômes s'affronter dans un vacarme effroyable, comme si c'était une vraie bataille. Scène la plus observée au Moyen-Âge, les armées fantômes, avec bruit de canon et d'hommes qui meurent. Comme cette affaire fit grand bruit, le roi dépêcha sur place le colonel Lewis Kirk, le capitaine Dudley et Wayneman pour prendre des notes de toutes les scènes visualisées. Et là, à leur grande surprise, ils reconnurent le visage de certains combattants morts au combat, comme le célèbre Sir Edmund Varney. Alors bien entendu, ce genre de témoignage prête à sourire en 2018. Mais et c'est bien cela qui est dommage, car c'est des cas qui sont ultra documentés et on ne voit pas l'intérêt de tant de personnes à se ridiculiser et à raconter des âneries qui ensuite sont portées dans les mairies de ces différents petits bourgs qui restent dans les annales. Du reste, certains promeneurs, quand ils se baladent près de la ville de Cayton dans les champs, rapportent encore aujourd'hui avoir entendu des bruits de canon. En 1680, toujours en Angleterre, on trouve de nombreux documents concernant cette année.
Ainsi, le 12 septembre, un combat naval dans le ciel fut aperçu par de nombreux témoins et rapporté par un moine, suivi d'une bataille terrestre dans une prairie, accompagnée par les bruits des engagements et les râles des mourants. Des pluies de grêlons, plus grands que des balles de tennis, en forme de couronne, mitres, hommes, chevaux, s'est produit à Londres le 18 mai devant des dizaines de milliers de témoins. Je vous recommande l'excellent travail de Charles Fort, qui pendant toute sa vie a récolté dans les gazettes du monde entier les faits anormaux comme je viens de les décrire. Le 7 juin 1779, à Boulogne, en France, les habitants ont vu de nombreuses boules lumineuses dans le ciel. Je me permets de vous rappeler ici que le phénomène des boules lumineuses est le phénomène OVNI, encore aujourd'hui, le plus vu dans le monde, à plus de 60%. Et ce pourcentage est certainement à revoir à la hausse. Car autant quand on voit un OVNI d'une forme, on va dire, soucoupe, triangle, on a tendance beaucoup plus à en parler que ces boules qui, du reste, peuvent être vues en plein jour. On peut citer encore des milliers de cas répertoriés d'armées fantômes et d'objets insolites tombant du ciel quand ce ne sont pas des animaux ou des insectes. Jean Sider a fait un travail extraordinaire. Je vous conseille son livre Les armées fantômes pour comprendre le nombre de cas fort documentés de la vision de ces armées fantômes se livrant des batailles impitoyables. Vision de ces armées qui a quasi disparu après la Première Guerre mondiale. On commence aussi, après la Première Guerre mondiale, à voir soit des visions du passé, soit des visions du futur. Et cela, c'est très intéressant, surtout si on lit des auteurs de physique quantique comme Carlo Rovelli et son excellent ouvrage, que je vous conseille aussi, Le temps existe-t-il ? Deux exemples pour illustrer cela. En 1929, en plein océan Atlantique, dans une mer calme avec de petites nappes de brouillard, toujours noté brouillard et bonne, sur un navire ralliant Londres à New York, on peut observer, surgi de nulle part, dans les brumes en passant près du bateau, 3 galions espagnols d'époque, toutes voiles dehors, flanqués d'une énorme croix rouge, mais sans aucun équipage. Le cas de 1935 est très très documenté. Un pilote de la Royal Air Force, Sir Victor Goddard, devenu par la suite du reste maréchal, est pris dans un orage. Il survole alors la base aérienne de Drême en pleine activité, alors que cette base devait être était abandonnée. Il a donc survolé la base à très basse altitude à 2 reprises, sans que le personnel au sol semble attiré par sa présence. Et donc, comme c'est un soldat, il note tout dans sa tête pour faire un rapport. Et dans son rapport de 1935, il mentionne des monoplans qu'il ne connaissait pas, peints en jaune, au lieu de la teinte argent standard, et des combinaisons bleues des personnels au sol, au lieu d'être marron. Or, 4 années plus tard, en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la base de Drême fut remise en activité comme centre d'entraînement avec des avions peints en jaune. La tenue bleue des mécaniciens fut introduite en 1938 et les monoplans, tels que l'avait décrit Sir Victor Goddard, étaient en service pour la première fois. Voilà un rapport que l'armée de l'air britannique aurait bien du mal à expliquer. À partir des années 30, une multitude d'objets dans le ciel furent vus, notamment les fameux Foo Fighters, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ne croyez pas que le phénomène se soit arrêté. J'ai la chance d'avoir des amis proches des pilotes de chasse. Il est vraiment très rare qu'ils n'effectuent pas de sortie sans être accompagnés de ces boules lumineuses qui jouent avec leur avion. Ils en discutent, mais entre eux. Comme nous, on peut parler de la rencontre du football qui s'est passée la veille. Je passe sur l'énorme vague scandinave des années 30 où des centaines de milliers de témoins voyaient des avions fantômes quand ce n'étaient pas des locomotives à vapeur toujours dans les cieux. Néanmoins, pour en revenir aux nombreuses observations d'armées fantômes au siècle précédent, il y a eu de nombreuses études scientifiques de réaliser, comme on le fait de nos jours pour aller relever des traces qu'un ovni au sol a pu laisser. Que donnent ces analyses ? Dans beaucoup de cas, on découvrit après la vision que l'endroit était parsemé de traces de pas, de sabots de chevaux, d'herbes foulées, d'arbustes écrasés, de sang dans l'herbe. Les réactions des animaux est à noter également. Des bovidés furent blessés, voire tués, en essayant de s'échapper à tout prix de leur enclos.
Parallèle à faire avec la réaction des chiens sur le plateau d'avion. Je vous suggère de regarder le documentaire sur ce sujet de Michel Rousseau. Un cheval de notre réalité a été vidé de ses forces en traversant une bataille d'armées fantômes. Les animaux en général sont très sensibles à la présence de ces entités. Vous pouvez lire l'excellent livre d'Ernest Bozzano, Les manifestations métapsychiques et des animaux. Et personnellement, j'ai beaucoup de témoignages des réactions d'animaux en fonction d'entités présentes ou pas. Enfin, on note des pluies anormales avant les visions. L'eau. On remarque que les observations des siècles passés ressemblent plus à ce qu'on appelle des visions paranormales, le cas de l'ufologie. Oui, sauf qu'on a oublié que OVNI voulait dire objet volant non identifié, que notre cerveau transforme dans 99% des cas en vaisseau extraterrestre. Or, sauf si je me trompe, je ne vois pas en quoi un voilier vu dans le ciel ne rentrerait pas dans la catégorie OVNI. Il est vrai que l'homme du XXIe siècle semble si sûr de sa science, si certain de tout savoir, qu'il devrait, à mon avis, se tordre de rire à l'énoncé de ce qui vient d'être décrit précédemment. Sauf que tous les hommes de toutes les époques ont été sûrs de leur science. Ils en étaient même si persuadés qu'ils mettaient au bûcher ceux qui ne pensaient pas comme eux. Petit hommage en passant, fantastique Giordano Bruno, qui mériterait à lui seul une conférence. Aujourd'hui, on ne brûle plus les gens, mais on se moque d'eux en tentant de les ridiculiser, surtout en France. Celui qui n'a jamais vu une séance d'exorcisme en vrai doit penser que cela n'existe qu'au cinéma. Mais pourtant, l'Église, le Vatican en tête, forment des prêtres, exorcistes chaque année. On se demande bien pourquoi. Au siècle passé, les scientifiques n'hésitaient pas à enquêter sur le terrain. Je vais vous raconter un fait extraordinaire très peu connu. La haute bourgeoisie londonienne avait pour habitude, dans la seconde partie du XIXe siècle, de pratiquer dans des salons de café des séances de spiritisme. Dans l'un de ces salons, une entité se faisant appeler Katie King apparaissait en présence d'une médium nommée Florence Cook. Un habitué de ce salon en parlait au célèbre William Crookes, chimiste et physicien britannique. Il a donné son nom à la technique des tubes de Crookes, grâce auxquels ont été découverts par exemple les rayons X. Celui-ci soupçonna la médium et proposa d'assister à une séance pour trouver le subterfuge de celle-ci. Quand il assista la première fois à la matérialisation de l'entité se faisant appeler Katie King, il en fut décontenancé, car il ne voyait aucun subterfuge. Il demanda donc l'autorisation de procéder à des vérifications scientifiques, ce que l'entité accepta. Katie King se matérialisait, issue d'une brume, et prenait l'apparence de la médium. William Crookes constata qu'elle possédait un pouls et un cœur qui battait. Ses mains semblaient aussi matérielles que les vôtres et les miennes. Crookes nota néanmoins des différences. Les doigts de l'entité étaient beaucoup plus longs et ses mensurations étaient variables à chaque session par rapport à la médium, avec des différences pouvant s'élever jusqu'à 15 cm. Son poids n'était jamais le même non plus. Crookes pouvait observer l'entité à chaque fois en même temps qu'il observait la médium. Quand l'entité jugeait que la séance avait assez duré, elle se disloquait et s'évaporait rapidement. Lors de sa dernière apparition, le 21 mai 1874, toujours en présence de William Crookes, qui a écrit de nombreux ouvrages, malheureusement oubliés sur ses études, l'entité Katie King accepta de donner des morceaux de tissu de ses vêtements et des mèches de sa chevelure. Elle présente alors les endroits troués à l'assistance, frappe dessus avec la main et les parties manquantes sont instantanément remplacées. D'après ce que l'on sait, une mèche de cheveux et un morceau de tissu seraient toujours visibles à la librairie ésotérique L'Emery, 42 rue Saint-Jacques à Paris. Ainsi, en présence d'un très grand scientifique, l'intelligence supérieure générant ces phénomènes peut matérialiser à volonté des objets ainsi que des êtres physiques dotés d'une vie animée temporaire. Comme pour les armées fantômes, et comme sans doute pour les extraterrestres vus au XXe siècle, surtout les Men in Black. Dommage que les ufologues du monde entier ont oublié de se pencher sur le passé et de la fantastique documentation qu'ils recèlent. Ils auraient donc justement compris qui sont ces fameux Men in Black que l'on décrit souvent en ufologie. Pour ceux qui lisent l'anglais, les ouvrages scientifiques sont à lire. Et pour les éditeurs en mal de sensationnel, voilà de fameux livres à faire traduire.
Il est à noter que lors de ces nombreuses séances de spiritisme londonienne, il était d'usage de demander aux entités des moulages de leurs pieds et mains. Un seau était rempli de paraffine liquide et un autre seau d'eau froide. Les entités plongeaient leurs membres successivement dans les deux. Or, au démoulage, il n'y avait aucune trace de collage, de soudure ou de montage quelconque. La seule façon pour ce faire est que les entités dématérialisaient leurs membres pour que le moule soit parfait. D'ailleurs, de nombreux chercheurs comme Crookes, Damiani, Jones ou Bottazzi ont eu l'occasion de tenir la main de ces entités et de la sentir fondre ou se vaporiser quand l'entité le décidait. Je pense qu'il en serait exactement de même avec les extraterrestres de nos jours. Je me demande pourquoi on ne s'intéresse plus au XXIe siècle à ces fantastiques recherches. Passé de mode, peur du ridicule sans doute, et pourtant les faits sont là et richement documentés. Si nous allons encore plus loin, est-ce si ridicule de s'intéresser à ce que l'on appelle communément le folklore d'antan? Commençons par les dieux grecs. De nombreux chercheurs se sont penchés sur eux. Ils en arrivent à la conclusion qu'ils étaient polymorphes. Quand ils se montraient à l'image d'êtres humains, les Grecs connaissaient 3 moyens pour les reconnaître des gens normaux. 1. Ils ne transpiraient jamais sous la canicule. 2. Ils ne clignaient jamais des yeux, y compris en regardant le soleil. 3. Leur corps ne projetait pas d'ombre sur le sol et ne se reflétait ni dans l'eau ni dans un miroir. Bizarrement, les abductés des ovnis relatent souvent que les aliens ne clignent pas des yeux. On n'a jamais fait mention de transpiration d'aliens et hélas, il n'y a jamais eu de glace et personne ne m'a dit qu'ils avaient vu un de ces aliens dans une glace. Ici, nous parlions de l'époque des fées. Peter M. Reichlewitz, dans son livre The Men in Black, dit ceci. Nous avons remarqué que de nombreux éléments du dossier sur les ovnis se retrouvent dans les traditions concernant les fées. Ce qui me fait sourire, c'est que beaucoup de soi-disant thérapeutes contactés disent être guidés par les fées, publient des photos de fées, ce qui tiendrait à prouver qu'ils sont bons, alors que ce sont juste de médiocres médiums totalement leurrés, car les fées n'ont jamais été positives, hélas pour eux. Il y eut, au XVIIe siècle, un enquêteur de terrain tout à fait extraordinaire, le pasteur Robert Kirk, de l'église épiscopale écossaise. Il a rédigé en 1690 un livre sur les fées, fruit de ses enquêtes sur le terrain. Car il faut que vous sachiez que les fées en ce temps-là étaient comme les aliens de nos jours. Elles abductaient les gens. Ôtez-vous de l'idée de la gentille fée que Walt Disney a créée. Quand on lit son livre, on comprend l'existence d'un autre monde que l'on peut contacter par les sempiternels médiums, où les humains pouvaient y être transportés physiquement. Il soutenait aussi, et c'est un pasteur, je vous le rappelle, que notre espèce avait été introduite sur Terre par ces créatures pour travailler aussi bien pour nous que pour elles. Dans son livre, il annonce que les fées peuvent apparaître et disparaître, comme bon leur semble, qu'elles tuent les vaches, qu'il ne faut pas accepter leur nourriture. Leurs demeures sont éclairées de lumière vive. Quand les humains sont transportés au pays des fées, ils le ressentent comme étant pris dans un tourbillon de vent. Elles font des prévisions du futur et annoncent surtout des événements sinistres. Elles sont invulnérables à nos armes. Elles peuvent guérir très vite les maladies et les blessures. Elles transgressent les lois et capturent aussi bien des adultes que des enfants, dont certains ne sont pas restitués. Beaucoup de crimes sexuels leur sont attribués. Pour ceux qui d'entre vous ont lu des récits d'abductés, vous y avez trouvé sans doute de nombreuses analogies. Prenons un exemple. Pour ceux qui lisent David Jacobs, qui fait figure de sommité en matière d'ufologie, et qui pour moi est un piètre chercheur, il raconte dans ses livres que des femmes actuellement dans le monde sont abductées pour élever des hybrides humains fabriqués par les extraterrestres et qui les allaitent. Or, par exemple, la chercheuse Linda May Ballard, dans les archives de l'Ustelfort Folk and Transport Museum, nous livre une histoire, mais parmi 1000. Dans l'île de Rathlin, située près de la côte de l'Ulster, une sage-femme entend frapper à sa porte alors que la tempête fait rage. Une silhouette sombre d'homme lui dit par télépathie que l'on a besoin d'elle, car une femme doit accoucher, qu'elle n'a aucun souci à se faire, qu'elle sera raccompagnée ensuite.
Elle voit derrière l'homme un carrosse impressionnant qu'elle n'avait jamais vu de sa vie, avec un attelage de 4 chevaux. Il se dirige jusqu'à une colline située derrière la localité de Brockley, où une ouverture se fait. Elle entre dans un endroit magnifique, d'une grande beauté, qui comporte un palais. Elle est amenée près d'une fée qui attend un bébé. Elle reconnaît des jeunes hommes et des jeunes femmes portés disparus sur l'île, et dont on ignorait ce qu'ils étaient devenus. Une des jeunes femmes disparues donne le sein à un bébé fée. Elle rentrera chez elle plus tard en n'ayant accepté aucune nourriture. Évidemment, en 2018, donner le sein à un bébé fée ferait mourir de rire. Mais donner le sein à un alien hybride, cela donne des frissons et fait vendre du papier. Pour bien comprendre comment notre cerveau est formé par l'avancée des technologies actuelles, je vais vous citer un exemple. Tous les ufologues connaissent l'affaire du ranch de l'Utah. Il suffit de cliquer dans Google pour en avoir des pages et des pages et des pages. En résumé, en 1997, un fermier voit une bête ressemblant à un loup, insensible aux balles, se volatilisant dans les airs et qui dévore ses bêtes. Des enquêteurs ont passé des années sur le terrain. Il y eut même une communication télépathique assez terrible entre la bête et l'un des enquêteurs. Le ufologue se passionne pour ce cas. Par contre, si je vous dis la bête du Gévaudan, cela va prêter à sourire. Alors que ce cas est totalement identique et 1 million de fois plus documenté. Louis XV avait même dépêché sur place ses meilleurs experts et tueurs de loups. Tous ont dit que cela ne pouvait pas être un loup. Tous l'ont eu au bout de leur fusil. Tous ont essayé de la tuer, mais comme pour la bête de l'Utah, elle était totalement insensible aux balles. Elle se volatilisait aussi. Voilà un exemple qui démontre que dans 200 ans, on rigolera tout autant en lisant les histoires ufologiques de la bête du ranch de l'Utah. Intéressons-nous aux mystiques et aux apparitions mariales. Depuis l'an 1000, on a recensé à travers le monde près de 21 000 apparitions mariales. Et ce chiffre est loin d'être exhaustif, car il y en a tellement qu'on a voulu immédiatement cacher. Car figurez-vous que sur ces 21 000 apparitions clairement recensées, l'Église catholique en a reconnu que 12. Ces apparitions se sont multipliées au XXe et au XIXe siècle et se perpétuent encore aujourd'hui dans le silence assourdissant des médias, nullement intéressés, comme à leur habitude, par ce phénomène. Un point commun à toutes ces apparitions, la présence d'eau, encore l'eau. La demande commune, bâtir un lieu de culte pour que les fidèles puissent y venir y prier. Étudions quelques cas de près, et vous allez voir que cela dépasse, et de loin, tous les récits ufologiques. La Dame de Guadalupe. On est à Mexico, en décembre 1531. Un paysan profondément chrétien, Juan Diego, voit au sommet d'une colline, sous une brume épaisse, brume encore, une magnifique jeune fille, le corps nimbé de reflets d'argent brillant. Elle s'adresse à lui en nahuatl, la langue aztèque. Ses cheveux noirs et lourds couvrent ses hanches. Elle dit à Juan, « Écoute mon petit enfant, je m'appelle Marie et je désire que l'on élève sur cette colline où tu me vois une église où chacun viendra prier. Cours maintenant à Mexico et raconte à l'évêque ce que tu as vu et entendu. » Ce qu'il fit avec grand empressement, mais bien évidemment, malgré son émotion, l'évêque ne le croit pas. Il retourne alors désappointé revoir Marie, qui n'en a cure de son échec, et lui redit bien qu'il doit réussir sa mission car elle veut son église. Devant l'insistance et les paroles qui lui paraissent si sincères, l'évêque lui dit alors « Écoute, demande une preuve à Marie. Que Marie te donne quelque chose qui prouve bien qu'elle est la Vierge Marie. » Il y retourne, mais cette fois-ci suivi secrètement par 2 serviteurs du prélat, qui le voient, une fois arrivé à la colline de l'apparition, disparaître d'un seul coup, comme s'il avait fondu dans la roche. Comme cela ressemble à l'affaire Travis Walton qui a disparu devant ses amis de bûcheron. La Vierge lui dit alors d'aller cueillir des roses sur la colline et de les ramener à l'évêque. Juan est un peu sceptique, car il sait bien qu'il n'y a pas de roses en décembre, et en plus, il n'a rien vu en venant. Mais ô surprise, la colline est couverte d'un enivrant parterre de roses de Castille humides, comme celle de la rosée que provoque un matin de printemps. Il cueille les roses et les dépose sur sa tilma, une grande cape qui lui sert de vêtement l'hiver.
Il retourne voir Marie, qui fixe les roses sur la tilma usée et la recouvre sur Juan et le prend dans ses bras en lui disant de ne montrer les roses qu'à l'évêque. Arrivé chez l'évêque, Juan a du mal à enlever sa tilma et il voit effaré les roses tomber par terre. Il veut s'excuser auprès de l'évêque quand en se retournant, il voit l'évêque à genoux par terre. Et là, Juan s'aperçoit que sur sa tilma couleur de lin se dessine clairement une silhouette féminine d'1,40 m de hauteur qui émerge d'une coquille de lumière entourée de jets d'or. On distingue ses yeux, couleur de jet. Elle a le dos recouvert d'un manteau de couleur bleu vert, piqué d'étoiles auréolées d'une ceinture d'or. Elle pose les pieds sur un croissant de lune. L'histoire se répandit dans le pays à une vitesse incroyable. En quelques années, 8 millions d'Indiens se convertiront. Mais penchons-nous sur cette tilma, qui a bénéficié de recherches scientifiques, tout comme le suaire de Turin, mais qui sont très peu connues. En effet, je vous rappelle que cette histoire date de 1531 et qu'encore aujourd'hui, des pèlerins viennent prier devant elle. Elle est restée intacte alors que près de 500 ans sont passés. Or, cette tilma est tissée avec des fibres d'agave, une plante grasse dont on tire le fameux sirop. Mais la fibre d'agave possède très peu de résistance à l'usure et d'habitude elle ne dépasse guère 20 ans. En 1768, un peintre espagnol, Miguel Cabrera, remarque que le tracé de l'image ainsi que les couleurs sont visibles aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Richard Kuhn, biochimiste autrichien, lauréat du prix Nobel de chimie en 1938, découvre que les couleurs de la peinture de la Vierge contiennent, tenez-vous bien, des colorants inconnus sur Terre. Entre 1979 et 1981, 3 experts de la NASA photographient en ultraviolet et en infrarouge une centaine de fois la peinture de la tilma. Leurs observations sont stupéfiantes. Ils découvrent que la peinture n'a demandé aucun coup de pinceau, ni d'aucune esquisse préalable, ce qui ne peut s'expliquer que si elle avait été imprimée ou photographiée. Au microscope, on ne voit aucune aspérité, aucune craquelure après près de 500 ans. Or, elle était exposée sans aucune protection jusqu'en 1766. Elle a donc subi l'attaque de millions de cierges et de millions de mains qui l'ont touchée. Logiquement, il ne devrait en rester rien. Le bleu, par exemple, est d'une intensité comme s'il avait été posé hier, d'un pigment bleu semi-transparent, totalement inconnu. On créa une copie de la tilma. Cette copie ne dura guère plus de 8 ans. En 1791, un peu d'acide a coulé sur la tilma pendant qu'on lustrait son cadre d'argent, alors que le tissu aurait dû se corroder, seules quelques taches jaunes de l'incident subsistent. Or, ces taches jaunes disparaissent au fil du temps qui passe, selon les spécialistes qui suivent de près ce fabuleux processus de régénération. Pire, le 14 novembre 1921, un iconoclaste pose une bombe sous la tilma. Les vitres de la basilique explosent, l'autel de marbre éclate, le crucifix qui le surplombe aussi. La tilma et son cadre sont eux intacts. En 1958, l'ophtalmologue Lavoignet découvre qu'en dirigeant la lumière de l'ophtalmoscope sur la pupille d'un œil humain, on voit briller un reflet lumineux sur le cercle externe de celle-ci. En faisant de même sur la Vierge de la tilma, le même reflet apparaît et la pupille s'illumine de façon diffuse, ce qui est impossible à obtenir sur une surface plane et que d'autres essais sur différentes peintures n'ont rien donné. Puis, en observant ses yeux au microscope, il constate que le phénomène de Purkinje-Simpson est parfaitement respecté. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une loi optique qui dit qu'un objet bien éclairé se trouvant entre 30 à 40 cm d'un œil va s'y refléter 3 fois. Une fois dans le sens normal, la tête en haut, sur la surface de la cornée, une deuxième fois inversée, la tête en bas, sur la surface antérieure du cristallin, et une troisième fois, à nouveau, en sens normal, sur la surface postérieure du cristallin. Or, ce que Lavoignet découvre au microscope dans les yeux de la Vierge, donc je vous rappelle 7 à 8 mm de pupille, est inimaginable. Il y voit un homme barbu, un Indien,
un franciscain âgé, sans doute l'évêque, un jeune homme barbu, dans une attitude d'étonnement, un autre indien au torse découvert, une femme noire, une maman avec 2 enfants et un bébé, un homme blanc coiffé d'un sombrero, et enfin une autre femme. Une partie d'un des meubles de la pièce est même visible. En 1977, l'ingénieur José Aster Tonsman réussit à réaliser, grâce à des ordinateurs, des photographies agrandies 2500 fois qui confirment cela. Mais le plus surprenant est encore à venir. La température de la tilma ne varie qu'entre 36,6 et 37 degrés, quelles que soient les températures extérieures. En 1991, l'ophtalmologue George Escalante, avec son équipe, remarque une microcirculation artérielle qui entoure le bord des paupières. Ce qui est intéressant aussi de remarquer est que cette Vierge a probablement évité un génocide. En effet, le peuple aztèque subissait un carnage de la part des Espagnols. Or, grâce à la Vierge, en 1537, le pape Paul III annonce que les Indiens ont une âme. Abattre un Indien comme on tue du bétail était alors devenu péché. Les étoiles parsemant le manteau de l'entité représentent les constellations coiffant Mexico comme elles se situaient au jour et à l'heure où l'apparition s'est dévoilée à Juan. Bien entendu, elle a réalisé des centaines de miracles et de guérisons. Par exemple, un jeune se défenestre le 3 mai 1950, fracture à la base du crâne et rupture du rachis cervical, chacun étant mortel. Une semaine plus tard, il était sur pied. Aujourd'hui, près de 40 000 personnes viennent prier devant la tilma de Juan, restée resplendissante tous les jours. Ces guérisons miraculeuses ont un point commun avec toutes les apparitions de la Vierge. La plus connue en France étant bien évidemment Lourdes, qui, avec Fatima au Portugal et Medjugorje en Bosnie, sont les plus visitées au monde. Mais il y en a des milliers d'autres. Fatima a cela de différent avec les autres apparitions, car il y a eu un déchaînement de force incroyable. Les techniques employées à Fatima en 1917 laissent sans voix. Le 13 mai 1917, la Vierge apparaît à 3 jeunes enfants, 2 filles et un garçon flottant dans les airs. Elle leur demande de prier tous les jours et leur promet de revenir le 13 du mois suivant. Bien évidemment, le bouche à oreille battant son plein, le 13 juin, ce sont des centaines de personnes qui sont présentes. Mais l'entité n'est vue que par les enfants. À peine les 3 enfants sont-ils à genoux que la lumière du jour s'atténue, que le froid s'installe. L'entité sur les branches d'un chêne et à son départ aux surprises, la branche où elle est, tait, ploie, effet d'une antigravité. Mais elle annonce avant de partir qu'elle va bientôt emmener avec elle 2 des enfants et dit à Lucia, la fille restante, « Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Apprends à lire et à écrire afin de mieux rapporter ma parole. » Le 13 juillet, 4000 curieux se pressent sur les lieux qui n'aperçoivent toujours pas l'entité, mais des phénomènes météo bizarres, fortes détonations, lumière du jour qui diminue, temps qui fraîchit, éclair dans le ciel, vent soudain, halo de lumière. La Vierge demande à Lucia, unique de 3 enfants à qui maintenant la Vierge s'adresse, de réciter un chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix dans le monde. Le 13 août, une date très intéressante, car juste avant, les 3 enfants ont été emprisonnés en tant que fauteurs de troubles. La foule de 18 000 personnes gronde, pensant que l'entité sans les voyants ne viendrait pas. Mais aux surprises, un coup de tonnerre retentit, suivi d'un éclair. La nuée qui d'habitude entoure les enfants est bien présente, elle monte du sol, ne se dissolvant qu'après de longues minutes. Le même scénario s'était produit avec Bernadette Soubirous quand on lui avait interdit l'accès à l'eau. Doit-on déduire que ces entités ne peuvent pas tout savoir? Le 19 août, elle apparaît inopinément à Lucia et lui promet une preuve éclatante le 19 octobre. Le 13 septembre, 20 à 30 000 pèlerins sont là. Un globe lumineux apparaît sorti de nulle part. Il traverse le ciel et se pose sur le chêne. Là, les personnes ne voient plus rien, mais voient bien les 3 enfants en transe, tous regarder vers le même endroit.
Après 10 minutes de conversation, le globe se montre à nouveau comme issu du néant. Détail très important, les globes n'est vu que par une partie de la foule. Exactement comme dans les apparitions d'armées fantômes où tous ne voyaient pas. Et exactement comme pour les ovnis, surtout ceux en forme de boules lumineuses. Certains les voient, d'autres ne les voient pas. De minces filaments blanchâtres tombent du ciel en fondant au contact du sol. On arrive au fameux 13 octobre. Il est 10 heures du matin. Il pleut. Le ciel est encombré de nuages sombres. Il y a entre 50 à 70 000 personnes avec autant de parapluies. Mais Lucia dit que la Vierge veut que les parapluies se ferment. À midi, heure locale, le ciel se vide de ses nuages. Et Lucia crie « Regardez le soleil !» La foule n'avait rien vu car elle fixait le chêne. Or, le soleil semble arraché de son orbite, comme ivre. C'est un soleil qui ne brille pas, qui ne brûle pas les yeux, couleur proche de l'argent. Il semble maintenant vouloir s'écraser sur la terre. Enfin, sa ronde démente prend fin. Le ciel est à nouveau serein, plus de nuages. Et le terrain est sec, les habits aussi, alors qu'ils étaient tous trempés il y a peu. Mais ce n'était pas fini. Soudain, le soleil frémit, bascula et se mit à tournoyer sur lui-même, faisant jaillir dans toutes les directions des gerbes de lumière qui changeaient de couleur à intervalles réguliers. Tout le paysage s'en trouvait coloré. Le visage des gens devenait jaune, puis vert, puis bleu. Enfin, le soleil devint rougeant et descendait en bonds successifs en zigzag, semblant se rapprocher de la terre, et la température devenant de plus en plus chaude. Enfin, en un instant, tout devint normal, le soleil brillait dans le paysage redevenu paisible, et on ne pouvait à nouveau plus le regarder. L'événement fait la une de tous les journaux, et les faits miraculeux sont vite reconnus par l'Église, car ce spectacle a été vu dans un rayon de 40 kilomètres. Si on part du principe que les apparitions mariales sont faites pour que les gens prient, pourquoi il y a eu à Fatima un tel déchaînement de force? Pourquoi une telle démonstration? Y avait-il urgence? On peut le croire si on constate que le 25 octobre de la même année, Lénine prenait le pouvoir en Russie en créant le premier État communiste et surtout viscéralement anti-religieux. Une démonstration de force contre quelque chose de totalement nouveau pour ces entités, l'athéisme. Alors me direz-vous, pourquoi ces entités ont-elles besoin que l'on prie? Eh bien, figurez-vous que dans ce domaine, c'est la science qui va y répondre. Je vais laisser se présenter le professeur Boguslav Lipinski. Je suis un scientifique impliqué dans la recherche sur les phénomènes bioélectriques en relation avec la santé et la maladie. Au cours des années de mon travail, j'ai rassemblé un certain nombre d'instruments électroniques pour mesurer les courants électriques subtils et leurs effets sur les organismes vivants. Il est connu depuis longtemps que les ions négatifs de l'air, générés à proximité d'eau courante et ou de bois à feuillage persistant, ont un effet bénéfique sur la santé et le bien-être de l'homme. Cependant, l'air intérieur, en particulier dans les bâtiments modernes, est presque totalement dépourvu d'ions négatifs. Mais il est riche en ions positifs qui provoquent une électricité statique gênante et potentiellement dangereuse. Malheureusement, nos recherches sur les effets des ions atmosphériques sur la santé n'ont pas suscité d'intérêt dans la communauté médicale, au moins dans la région de Boston. Par conséquent, pendant de nombreuses années, mes instruments dormaient dans le sous-sol de ma maison jusqu'en février 1985, quand j'ai lu un rapport du père Laurentin sur les apparitions de Notre-Dame à Medjugorje en Bosnie. Dans ce rapport, le père Laurentin a décrit un certain événement qui est arrivé une seule fois dans l'histoire des apparitions mariales. Un jour de juillet 1981, Vika, c'est le prénom de l'un des 4 médiums qui voient la Vierge à Medjugorje, Vierge qui se fait appeler la Gospa, a annoncé qu'elle pourra être touchée par tout le monde. Bien que personne ne puisse la voir, les gens affluaient, étendant leurs mains pour atteindre ce point invisible dans l'air que désignait le médium. Il convient de noter que parmi eux se trouvaient plusieurs agents de la police secrète qui avaient reçu l'ordre de rendre compte de cette activité anti-gouvernementale. Quand le père Laurentin a entendu parler de cet événement mystérieux,
il est allé à Medjugorje et a interviewé tous ceux qui étaient capables de toucher la Gospa. Ce qu'il a entendu d'eux était extraordinaire. À savoir que tout le monde a rapporté avoir touché un objet métallique dur à partir duquel un faible courant électrique circulait. Personne ne pouvait comprendre cela, puisque la Vierge était vue par les médiums comme étant vêtue d'une tunique douce. Pour moi, il était évident que la Vierge ne permettrait pas d'être touchée par des mains pécheuses de gens ordinaires, en particulier ceux de la police secrète. Je crois que c'était l'esprit qui créa un fantôme fait d'ondes stationnaires électromagnétiques ayant l'impression d'un objet solide, dont certains des électrons fuyaient vers le sol à travers les mains des gens. Il convient de rappeler que l'électricité est une forme fondamentale d'énergie qui peut être exploitée par des forces extérieures. Peu de temps après, j'ai reçu le rapport inédit du père René Laurentin, écrit avec le professeur Henri Joyeux de l'Université de Montpellier en France. Un médecin. L'équipe d'électrophysiologistes dirigée par lui avait documenté que l'image de la Vierge était mystérieusement créée dans leur cerveau comme si elle l'avait vraiment vue et entendue. Les analyses électroencéphalographiques des ondes cérébrales des enfants, des 4 médiums, ont clairement indiqué qu'ils étaient dans l'état d'extase inconsciente des stimuli externes. Le rapport de Joyeux m'a convaincu que les apparitions à Medjugorje doivent être associées à des phénomènes biocellulaires. J'ai donc rapidement décidé d'y aller. Je suis arrivé à Medjugorje le 14 mars 1985 avec un électroscope portable rechargeable, le modèle BT1500, construit par Biotech Electronics au Canada. Cet instrument peut mesurer à la fois les ions d'air chargés électriquement et les rayonnements ionisants provenant de sources radioactives. À 17h, le 15 mars 1985, l'église était déjà remplie de gens qui ont déjà commencé leur prière quotidienne et à chanter. Lorsque l'électroscope a été allumé, il a montré une lecture extrêmement élevée de la concentration en ions d'air, près de 100 000 par mètre cube d'air, ce qui n'a jamais été observé dans un environnement naturel, sauf évidemment au voisinage d'un puissant générateur d'ions d'air. Cependant, en basculant l'instrument dans le mode de détection du rayonnement nucléaire, on a pu lire une lecture encore plus bizarre de 100 000 millirad par heure. Il convient de noter qu'une telle dose de rayonnement ionisant exposerait toutes les personnes présentes dans la pièce à une dose létale de rayonnement. 2 heures plus tard, alors que les gens priaient encore dans l'église, l'instrument affichait toujours la même lecture extrêmement élevée. C'était tellement inhabituel que depuis ce temps, je prenais des mesures toutes les 30 minutes à divers endroits. Par exemple, après la messe, une lecture en dehors de l'église n'était que de 4000 millirad, ce qui était encore beaucoup plus élevé que la lecture de fond normale d'environ 100 millirad par heure. Selon toutes les lois connues de la radiobiologie, les personnes exposées à un rayonnement nucléaire aussi intense devraient être mortes en quelques semaines. Il est clair que l'électroscope enregistrait une sorte de radiation qui n'était pas d'origine nucléaire. Sinon, les médiums et beaucoup de pèlerins seraient morts depuis longtemps. En outre, aucun rayonnement connu ne se comporte de manière aussi cyclique. Un élément comparatif, aux USA, dans des matchs de hockey, malgré la ferveur et l'enthousiasme, le même appareil n'enregistrait que 20 à 70 millirad par heure. Cette énergie spirituelle semble n'être pas associée avec le nombre de personnes qui prient ensemble, mais plutôt avec l'intensité, la ferveur et la qualité de la prière. Enfin, autre constatation du professeur Lipinski, le rayonnement de cette force spirituelle s'étend à la ronde sur une distance d'environ 1 km, mais elle se dissipe relativement vite. De 5 à 30 minutes suffisent pour la voir disparaître. De véritables tests scientifiques ont été menés à Medjugorje
Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez lire l'excellent livre de Philippe Palem, Voyage dans les mondes obscurs. Il est évident que cet appareil étalonné pour autre chose arrive à capter ce que l'on pourrait appeler de l'énergie psychique. Et il y a un élément commun aux histoires d'antan, à l'ufologie, aux apparitions mariales. Ce sont les médiums, voyants, sorcières d'antan. J'en connais beaucoup et croyez-moi, je ne voudrais pour rien au monde être à leur place. C'est à la fois une capacité indispensable pour comprendre tous ces phénomènes, mais aussi l'inverse, car ils se font leurrer à longueur de journée. Ils sont la passerelle entre notre 3D et ses autres dimensions, où se cache ce que Philippe Palem appelle l'ailleurs. L'ailleurs. J'aime cette définition. En observant que ces médiums ont été largement persécutés par l'Église, voire sauvagement assassinés sous l'Inquisition. Il est incompréhensible, devant tant de miracles accomplis par ces milliers de vierges apparues dans le monde, de voir le peu de reconnaissance que l'Église donne. Se pourrait-il que le Vatican soit au courant de ce que l'ailleurs représente, et ce depuis longtemps, et persécute ainsi ses plus fidèles alliés, les médiums? Souvenons-nous de cette phrase de Jésus dans la Bible. « Le royaume des cieux est en grand danger, et les violents s'en emparent. » Il parle bien du royaume des cieux, donc non celui des hommes. On peut en déduire qu'au royaume des cieux vivent deux entités, l'une positive, l'autre négative. C'est un raccourci facile, mais si ces deux entités existent, elles doivent se nourrir d'énergie psychique. Existe-t-il deux énergies psychiques opposées? Pour cela, il faut étudier les travaux d'un physicien atomiste, M.J. Stowell, qui dit cela. Un jour, dans le grand laboratoire de pathologie d'une clinique, je m'occupais à mesurer les longueurs d'onde et de force des radiations émises par le cerveau. Nous voulions examiner ce qui se passe dans le cerveau humain au moment du passage de la vie à la mort. Dans ce but, nous choisîmes une femme aux portes de la mort atteinte d'un cancer du cerveau. Cette femme était tout à fait saine d'esprit, sa sérénité, son amabilité journalière frappaient, mais corporellement son état était des plus graves. Nous savions qu'elle allait mourir et elle le savait aussi. Cette femme était croyante. Peu avant sa mort, nous placions dans sa chambre un appareil enregistreur très sensible pour les mesures cérébrales et sur le lit, un microphone pour entendre ses dernières paroles. Puis, nous nous placions dans une chambre contiguë à la sienne. Nous étions 9 scientifiques et nous attendions devant nos instruments attentifs. L'aiguille de l'appareil à zéro pouvait atteindre 500 degrés à droite en position positive et 500 degrés à gauche en position négative. Pour donner une idée, la diffusion d'un poste radio dont les programmes étaient diffusés avec une force de 50 kW, soit une émission capable de couvrir tout le globe, faisait marquer sur cet appareil une mesure positive de 9 degrés. Les derniers moments de la malade arrivaient. Soudain, nous l'entendions qui priait, louait Dieu, elle demandait de pardonner à tous ceux qui avaient été injustes avec elle dans sa vie. Remués, nous restions devant nos appareils, oubliant à vrai dire ce que nous voulions examiner. Tout d'un coup, pendant que cette femme priait toujours, nous entendons teinter notre instrument. C'est alors que nous vîmes l'aiguille atteindre 500 degrés positifs et toujours basculer à la limite. La force de rayonnement devait dépasser notre échelle. Nous faisions pour la première fois une gigantesque découverte. Le cerveau d'une femme mourante qui priait déployait une force au minimum 55 fois plus forte que n'importe quelle émission d'ondes radio. Pour conduire nos expériences plus loin, nous choisissions cette fois un homme lui aussi malade. Une fois nos appareils installés, lorsqu'il commença à réagir, ce fut en grognant et en jurant. La différence était telle que nous l'entendions abuser du nom de Dieu d'une façon infâme. Et de nouveau, notre appareil tinta. Nous fûmes vraiment étonnés de constater que cette fois l'aiguille se trouvait à moins 500 degrés négatifs et bloquée au point limite. Il existerait donc bien deux énergies psychiques opposées, mais de même force. On ne peut que constater cela sans arriver néanmoins à conclure à la facilité, entité bienfaisante et entité négative. Sinon, on retourne au point de départ, Dieu contre le diable, la religion. Étudions aussi les phénomènes de ce que l'on appelle extase mystique dont les médiums sont touchés. Ils ont été étudiés par de nombreux scientifiques, à mon grand étonnement. Ils produisent une énergie psychique inimaginable et ne sont sensibles à rien, ni au son, ni à la lumière, ni à la douleur pendant l'extase.
Il n'existe pas un mystique phénoménal qui ne soit pas frappé par la maladie. C'est dans un état de santé déplorable qui plonge dans une inconscience de plus ou moins longue durée, pendant laquelle se déclare la transe extatique. Voici ce que disait le professeur Jean Lhermitte de l'Académie de médecine, le chercheur qui a sans doute le plus étudié la transe extatique. Ce n'est pas une maladie, mais une manifestation singulière de certains êtres humains constitutionnellement préparés à ce mode de réaction et soumis à des conditions particulières. En voici les principales caractéristiques. Immobilité absolue du corps, variant de quelques minutes à plusieurs jours chez les mystiques. La vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat deviennent inexistants. Manifestations prodigieuses et automatiques telles que lévitation, bilocation, stigmate, etc. Je rappelle ici qu'on parle de bilocation lorsqu'une personne est aperçue ou est présente simultanément en deux lieux distincts. Le sujet est l'objet de vision et d'audition. La transe extatique n'est jamais volontaire, elle s'impose et on ne peut s'opposer à elle. Toutes les fonctions psychologiques internes de l'extatique sont conservées et même développées. Au réveil, le transi peut compter ou écrire tout ce qu'il a vécu et ressenti. Certains êtres humains sont donc dotés dans leur constitution de facultés qui contredisent les lois de notre physique. Était-ce pour cette raison que des scientifiques renommés osaient au siècle dernier étudier ces fabuleux cas qui sont bien supérieurs à n'importe quelle manifestation d'ufologie et n'osent plus de nos jours? Peut-être parce que beaucoup ont compris, le Vatican Ier sans doute, qu'une intelligence supérieure est à l'œuvre sur notre terre depuis la nuit des temps. Et que trop de révélations dans ce domaine feraient tomber d'un coup les mensonges conçus dans l'idée de cacher cette intelligence. Certains se régalent alors de la venue d'Internet. On quitte les vieux livres, on se rue pour certains sur des vidéos crétinisantes et pour d'autres, on les laisse se noyer dans les vidéos bisounours des êtres venus des étoiles, venus sur Terre ou sur les Illuminati ou les satanistes répidiens. Et pourquoi pas la Terre plate, le récentisme et autres balivernes style les Zoomos. La bibliothèque d'Alexandrie a sans doute été brûlée pour cela. Trop de savoir. La seule bibliothèque secrète, inaccessible même aux chercheurs, se trouve au Vatican. Serait-ce aussi la peur de découvrir que cette intelligence, outre de se nourrir de notre énergie psychique si dense, nous aurait aussi créé? Allons voir du côté des recherches scientifiques. Dans ce domaine, il y a ceux qui pensent qu'un Dieu omnipotent nous a créés et ceux qui croient Darwin que l'on descend du singe. Remettre en cause Darwin, qui est devenu un dogme, est un exercice périlleux à faire pour les hommes de science, car on ne peut remettre en cause un dogme sans prendre le risque de se retrouver isolé, sans financement. Pourtant, de nombreux scientifiques, en prenant leur courage à deux mains, le remettent en cause. Alors, quand on dit que l'homme descend du singe, ce n'est pas tout à fait exact, car ces derniers ont suivi une évolution parallèle à l'homme sans aucune modification. On parle des Australopithèques, vivant il y a 4 millions d'années. Il y a de nombreuses sous-familles d'Australopithèques, mais d'une manière générale, ils présentent une taille comprise entre 110 à 150 cm, un poids moyen de l'ordre de 30 à 40 kg. Le profil du crâne est fiant, avec un volume cérébral modeste, compris entre 350 et 450 cm3. Les spécialistes discutent encore de savoir s'ils avaient ou pas la posture du bipède, mais il n'y a à ce jour aucune preuve formelle de celle-ci. Ils pensent qu'ils savaient se mettre debout, mais qu'ils ne pouvaient absolument pas courir debout. Les paléoanthropologues décrivent les australopithèques comme des créatures douces, inoffensives, pas plus intelligentes qu'un singe moderne, et exposées à des prédateurs carnivores. Il est donc difficile de les imaginer quitter la vie arboricole pour un périlleux statut terrestre. Darwin, pour expliquer l'abandon de la vie arboricole, mentionne le recul des forêts africaines où il vivait. Facile. Sauf qu'une recherche géologique menée par une équipe internationale d'experts dirigée par Sarah G. Fickings fait remonter le recul des forêts africaines à 12 millions d'années. L'écart est donc beaucoup trop important. Ce n'est que il y a 2,4 millions d'années que quelque chose brusquement a changé. Dans la région des lacs du Kenya, un nouveau groupe d'hominidés
à l'aspect encore si siémiesque, mais portant de nombreux caractères de l'être humain, fait soudainement son apparition et partage dès lors l'habitat avec différentes espèces d'Australopithèques encore présentes. On les appelle Homo habilis. Grâce aux nombreux fossiles dont on dispose désormais, nous savons que sa capacité crânienne est supérieure de 40% à celle des plus grands australopithèques, pour atteindre 700 à 750 cm3. C'est là un accroissement encéphalique extrêmement important qui ne s'était jamais produit jusque-là. Et l'impression qu'il laisse, c'est qu'on se trouve en présence d'un hominidé appartenant à la lignée humaine, une sensation qu'aucun autre australopithèque ne peut donner. La denture a complètement changé, plus proche de celle de l'homme, ce qui démontre aussi un changement radical d'alimentation. La taille moyenne est de 150 cm, le poids autour des 50 kg, et sa structure osseuse indique sans le moindre équivoque possible une démarche parfaitement droite. Homo habilis réalise des ustensiles, fabrique des outils et conserve ceux qui se montrent efficaces. Cette dernière aptitude démontre l'émergence d'une sorte de conscience du futur qu'aucun autre être vivant ne possédait auparavant. Bien entendu, la fabrication de ces outils est rendue grâce à une série complexe de muscles offrant au pouce une motilité extraordinaire. Muscles absents chez l'Australopithèque et encore aujourd'hui chez le singe moderne. De plus, on a trouvé de nombreux restes d'Homo habilis en Eurasie. Cela pose bien des problèmes aux scientifiques pour comprendre comment l'Homo habilis et surtout pourquoi ils ont pu franchir d'aussi grandes et improbables distances. Que l'on sache, on ne connaît pas en cette période des problèmes de surpopulation. Il n'y a aucun problème de ressources. Autre énigme encore plus intrigante. L'Homo habilis est présent en Afrique du Sud, en Eurasie, mais totalement absent en Afrique du Nord. Donc l'hypothèse consistant à dire que ces hominidés ont développé leur territoire devient caduque. L'autre hypothèse de l'évolution naturelle aussi, puisque l'Homo habilis se retrouve à deux endroits séparés de milliers de kilomètres en même temps. C'est passionnant, n'est-ce pas? Reste une hypothèse, interdite par la science. L'Homo habilis a été fabriqué et introduit dans différents milieux pour observer s'il était capable de s'adapter. Mais aussi soudainement que Homo habilis est apparu, il est aussi soudainement remplacé par un nouvel hominidé aux caractéristiques biologiques et physiques très proches de nous, l'Homo erectus, apparu il y a 1,8 million d'années, toujours en Afrique, qui parvient à devenir le seul représentant du genre humain sur Terre sans que l'on sache pourquoi l'Homo habilis s'est éteint. Homo erectus améliore sensiblement toutes les caractéristiques biologiques développées par Homo habilis. Taille moyenne de 175 cm, des os très robustes, la capacité crânienne augmente encore fortement et passe soudainement à 1000 cm3. Cet accroissement cérébral n'est pas dû à celui des cellules constituant l'encéphale, mais à une forte augmentation de leur nombre. C'est en effet la haute densité de neurones par millimètre cube qui permet à ces premières formes humaines d'obtenir une grande vitesse d'élaboration des informations complexes. Par exemple, la vache, disposant d'un cerveau gros comme un pamplemousse, est moins intelligente qu'un rat qui a un cerveau de la taille d'un grain de riz. Pour la première fois, on est en présence d'un hominidé qui met en place une organisation sociale articulée, transmet ses connaissances à sa descendance et développe une aptitude de chasse en groupe et la capacité d'utiliser le feu. Mais un autre hominidé va faire son apparition toujours en Afrique. L'Homo sapiens, c'est-à-dire nous, il y a environ 200 000 ans. Alors qu'apparaissent, sortis d'on ne sait d'où, l'homme du Néandertal en Europe et l'homme de Dinosova en Sibérie. Vu la différence qualitative énorme entre l'Homo sapiens et toutes les autres hominidés, personne à ce jour n'a la moindre idée de son ancêtre.
Par le truchement de sauts qualitatifs sans précédent dans le reste du monde animal, les premiers sapiens apparaissent pourvus d'un encéphale moderne analogue au nôtre. Pourtant, durant de nombreux millénaires, ils n'exploiteront qu'une infime partie de ce fabuleux potentiel, bien loin de ce qu'arrivait à faire l'Homo erectus. Alors, pourquoi et comment c'est Erectus qui s'est éteint? Il y a un problème avec Sapiens, que le monde animal ne connaît pas. La dimension de la tête du fœtus devient plus grande que la cavité pelvienne de la femme. Je rappelle ici que l'accouchement était une cause de mortalité encore très forte il y a peu en Europe, et l'est toujours dans les pays en voie de développement. On compte environ 300 000 décès par an dans le monde actuel. On assiste alors à un étrange phénomène d'incompatibilité anatomique qui contraint notre espèce à mettre au monde un bébé immature après 9 mois de gestation, précisément parce que sinon son encéphale serait trop gros pour que la femme puisse accoucher. Quand on voit les accouchements des animaux dans une ferme et voir cavaler un bébé cheval quelques heures après sa naissance, par exemple, Sapiens développe la pensée symbolique. Comment s'est constitué soudainement ce pouvoir mental complexe qui nous permet de gérer des informations d'une toute autre manière que les autres êtres vivants, sans parler de l'acquisition du langage, qui a priori est tout à fait inutile, mis à part des expressions comme exprimer le danger, la colère, la joie. Le grand chercheur Noam Chomsky disait: il existe une longue tradition de recherche sur les origines du langage, qui se demande comment celui-ci est né du cri des singes. Ce type de recherche, selon moi, est une parfaite perte de temps, car le langage se base sur un principe entièrement différent de tous les autres systèmes de communication animale. Les gestes humains ont assez vraisemblablement évolué à partir des systèmes de communication animale, mais pas le langage humain. Celui-ci se base sur des principes totalement autres. De plus, savoir parler demande un larynx bas. Même si par exemple vous aviez un bébé qui naissait avec un QI de 110, il ne pourrait pas parler, car son larynx est haut. C'est entre 1 et 2 ans que le larynx progressivement descend. Or, cette nouvelle position anatomique expose l'Homo sapiens à un risque de mort par suffocation. On ne peut, avec un larynx bas, respirer et déglutir en même temps, comme le fait un bébé qui tète le sein de sa mère, ou tout autre mammifère. On pense souvent que c'est anodin, mais rien qu'en France, la suffocation fait autant de morts que sur les routes, 3000 par an, et vous n'en entendez jamais parler. Si on suit Darwin et sa théorie de la sélection naturelle, voilà donc quelque chose d'antinomique. Comment l'évolution censée faire croître des performances aurait laissé passer là une faiblesse. Et il y a aussi notre aberration, si l'on suit Darwin, la perte de nos poils. Nous sommes devenus les seuls primates sans fourrure, donc sans protection au froid, sans protection au soleil. Comment un attribut aussi utile, si on suit Darwin, aurait pu disparaître? Et pourquoi les chimpanzés n'évoluent pas, même dans des habitats totalement diversifiés? Quelle est la différence entre eux et nous? Pietro Buffa, biologiste moléculaire spécialisé en biologie, en bioinformatique, lauréat international du prix Marie Curie, nous l'explique dans son livre, traduit en français depuis peu, Les gènes manipulés d'Adam. Les chimpanzés possèdent 24 paires de chromosomes, et nous 23. Or, nous n'avons pas perdu un chromosome, on a juste fusionné une paire. Ce type de fusion est appelé translocation robertsonienne, très connue en génétique, et ils sont typiquement associés à des pathologies comme la trisomie. On ne sait pas de quand date cette fusion, habilis, erectus, sapiens. Ce que l'on sait, c'est qu'elle n'a pu se faire de manière naturelle, car même si d'extraordinaire, un individu serait né avec 23 paires de chromosomes, sans aucune pathologie. Il aurait dû s'accoupler avec un même individu sain avec 23 chromosomes, sinon, point de bébé. Or, on a vu la vitesse de développement d'habilis, d'erectus, de sapiens. Comment est-ce possible? Et surtout, à différentes zones géographiques.
Et pourquoi ce genre de modification génétique innée, si c'est le cas, n'apparaît jamais dans le monde animal? Si on part par contre de l'hypothèse d'une intervention extérieure ayant conçu l'homme, le simple passage à 23 chromosomes évitait que l'homme puisse faire des enfants avec les races qui en étaient encore à 24. On attend avec impatience le livre qui sera traduit en français de Pietro Buffa avec un autre chercheur fantastique, Mauro Biglino, du livre Resi Umani, traduit littéralement rendu humain. Une autre découverte fantastique chez l'homme, la découverte d'un gène unique dans tout le monde animal. Excusez-moi, il a un nom barbare, mais c'est comme ça. C'est le gène ARH-GAP118, dont le rôle est de structurer et densifier le néocortex présent chez tous les mammifères, siège de l'apprentissage et des fonctions cognitives supérieures. C'est-à-dire que sans ce seul petit gène, nous ne serions sans doute encore que des animaux. En transférant ce gène à des souris, leur néocortex a été fortement densifié et ont des capacités bien plus grandes. Leur bébé garde le gène. Autre question sans réponse. Quand on parle de génome humain, on parle de 3 petits pourcents qui contient des gènes codants. Le reste est appelé ADN poubelle. Et si c'est le cas, pourquoi est-il conservé, dupliqué? Ne servirait-il pas à autre chose? Étudions l'hypothèse que nous avons été créés. On l'a vu, certaines améliorations comme Sapiens a mis du temps à dépasser Erectus. Comme on a fait d'un primate arboricole un paisible sédentaire un peu partout dans le monde, se pose alors la question des ressources. Il faut bien que l'on se nourrisse. Faisons alors un parallèle étonnant et surprenant. Si on prend l'hypothèse qu'on a été créé, je me suis demandé comment transformer un peuple de chasseurs en éleveurs. Je me suis donc intéressé aux 4 plantes les plus cultivées dans le monde. Le blé, le riz, le maïs et la patate. Selon la science, l'ancêtre des blés durs est l'amidonier. C'est une plante avec 14 chromosomes. Quels que soient ses croisements, jamais au grand jamais, elle n'aurait pu donner notre blé tendre de nos jours à 42 chromosomes. Comment nos aïeux du néolithique s'y sont-ils pris pour faire passer le blé de 14 à 42 chromosomes? Ce que nous savons toujours pas faire en laboratoire en 2018. Il y a 5000 ans, le maïs était cultivé sur les hauts plateaux d'Amérique centrale. Or, il n'existe pas de maïs sauvage. Celui-ci possède 20 chromosomes. On essaye de trouver son ancêtre parmi certaines variétés de théocynte, qui a aussi 20 chromosomes. Le problème est que le maïs actuel ne peut survivre sans l'homme. Il ne possède ni organe de résistance, ni de mécanisme de dissémination de ses graines. Le cas de la patate douce cultivée dans les pays chauds ressemble à celui du blé. La première espèce cultivée connue est apparue en Bolivie. C'est une plante à 90 chromosomes. Or, notre pomme de terre cultivée en Europe nous donnant de succulentes frites n'a que 48 chromosomes. Cela signifie que nos ancêtres avaient des connaissances supérieures à celles de nos experts en agrobiologie aujourd'hui. Le riz asiatique cultivé actuellement possède plusieurs variétés, 24, 36 et 48 chromosomes. Son ancêtre théorique est l'Oryza rufipogon, qui n'a que 24 chromosomes. Là aussi, pour passer de 24 à un nombre supérieur de chromosomes, le même problème d'incapacité de nos aïeux du néolithique persiste. Concernant la domestication des animaux, en prenant l'animal le plus emblématique, la vache, présente dans le monde entier, qui nous donne du lait et de la viande, depuis près de 10 000 ans, tous les scientifiques s'accordent à dire que son ancêtre est l'aurochs. Mais alors, pour nous expliquer comment un tel animal sauvage s'est transformé en bête paisible, ces mêmes scientifiques, du haut de leur diplôme, se sont mis d'accord pour ébaucher une histoire abracadabrantesque. La vache paisible provient d'une population originelle, constituée de 80 têtes d'aurochs, ils ont même été jusqu'à les compter, et sa domestication s'est effectuée en un lieu unique. Cette particularité s'explique par les difficultés rencontrées par les populations locales pour garder et gérer des aurochs en captivité. C'est même expliqué sur Wikipédia. Donc, nos ancêtres du néolithique ont réussi le tour de force de domestiquer de puissants aurochs sauvages, à changer leur nature et à les faire produire paisiblement et massivement du lait. On passe les différences de taille notoires entre l'aurochs et la vache. Son sabot est par exemple 2 fois plus grand. On ne peut expliquer ces modifications par la sélection naturelle ou les croisements, car cela concerne de profonds changements. Et je ne vois pas comment des hommes du néolithique ont réussi à faire ce que nous n'arrivons pas à faire de nos jours. Il y a eu de sérieuses interventions sur le génome de l'aurochs pour en faire une vache. Ou alors, mettons 80 lions dans un enclos
et attendons 1000 ans qu'ils deviennent des paisibles petits châteaux. Imaginez que vous possédez une énorme ferme avec des vaches, des chèvres, des poules, des chevaux, etc. Vous êtes obligé de vous lever à 5 heures du matin, nourrir les bêtes, les traire, nettoyer les étables, aller cultiver dans les champs de quoi les nourrir. Vous vous couchez épuisé le soir tard et vous ne pouvez hélas jamais prendre un seul jour de congé, sans compter les nuits blanches, à surveiller les naissances et à soigner les bêtes malades. Quel serait votre rêve? Votre rêve serait celui de bêtes allant chercher ou cultiver elles-mêmes leur nourriture, se soignant elles-mêmes, faisant la traite elles-mêmes, nettoyant les étables elles-mêmes, mettant au monde elles-mêmes. Vous profiteriez ainsi des fruits de la ferme sans rien faire. L'exemple est extrême, bien sûr, car vous vous nourrissez aussi des mêmes aliments que les animaux mangent, blé, maïs, mais également de leur lait et de leur viande. Ceux dont nous avons parlé tout au cours de cette conférence, eux se nourrissent d'énergie psychique. Et pour cela, il aura fallu créer un être animé de conscience. L'énergie psychique est mesurable, aussi bien dans le positif que le négatif, comme on l'a vu. Ces êtres ont donc besoin de personnes qui prient, mais aussi de personnes dans la haine, dans la colère. Les deux sources d'énergie sont bonnes à eux. Devons-nous pousser cette dualité jusqu'à penser que des êtres bons se nourrissent d'énergie positive et des êtres mauvais l'inverse? Pour répondre à cette question, il faudrait une deuxième conférence, une deuxième émission où nous parlerions d'esprit possessif, de civilisation disparue, d'univers organique, de pensée créatrice, de conscience, de physique quantique et d'astrophysique. Justement, les astrophysiciens sont confrontés à un immense problème. Ils ne voient que 5% de l'univers. Le reste, comme ils ne le connaissent pas, ils l'ont réparti en énergie et matière noire. Pourtant, les progrès en matière de télescopes ont été énormes. On a été à la frontière de ce qu'ils appellent le Big Bang et ils ne trouveront rien de plus, même avec des appareils 1000 fois plus puissants. Car je suis persuadé que la réponse se trouve dans d'autres dimensions que nous ne savons, nous ne pouvons voir. Il y a 3-4 ans, la mise au point d'un télescope par le chercheur Ruggero Santilli avec des lentilles concaves et non convexes. Et des formes inattendues sont apparues. Les premières images ont commencé à circuler sur les nets, et depuis plus rien. Blackout total. Nous vivons dans un multivers à multiples dimensions, mais nous n'en voyons qu'une infime partie. Tout autour de nous, des entités sont présentes et se nourrissent d'énergie. N'importe quel magnétiseur pourra vous le démontrer. Certaines d'énergie basique, d'autres d'énergie psychique, plus dense. Cela en fera encore sourire beaucoup, hélas, mais je conseille aux sceptiques les recherches de la psychanalyste Edith Fior, qu'on a déjà mentionné, sur le sujet, avec ses livres heureusement traduits en français, par exemple, Les esprits possessifs. On a vu que ces entités avaient besoin de prières sincères, de transes extatiques, etc. Problème, en Occident, la religion recule. Certaines églises sont abandonnées. En cela, le New Age est apparu. Jacques Vallée soutient que les rapts d'extraterrestres sont la principale cause de la floraison des nouveaux cultes qui fleurissent à une vitesse alarmante aux États-Unis. Ces rapts d'humains ne sont qu'une variante plus élaborée par rapport à notre savoir qui grandit lui aussi. Avant, on les appelait lutins, farfadets, elfes, fées, nymphes. Aujourd'hui, cela prêterait à sourire, bien évidemment. Selon une étude américaine en 2016, le nombre de contactés atteindrait plusieurs millions. Beaucoup restent dans le plus grand anonymat et une très grande solitude. Alors, passent-ils leur temps à kidnapper des personnes? Je pense qu'ils ne kidnappent strictement personne. Ils actionnent juste de loin un dispositif certainement implanté dans notre ADN, dit poubelle, qui nous fait vivre des scènes comme si elles étaient la réalité. Ou alors, nous les implantent, comme nous l'avons vu avec Elisabeth Loftus, directement dans l'esprit. Si cette intelligence est capable de faire apparaître une personne qui peut paraître être faite de chair et de sang, comme le physicien Crookes a pu le démontrer, imaginez avec quelle facilité elle peut imiter des objets de toutes sortes, y compris des ovnis. C'est pour cela que vous n'aurez jamais, au grand jamais, une photo super nette d'un ovni, car un voile d'énergie les entoure toujours. Du reste, tous ces mécanismes sont-ils si éloignés des rêves? Par une curieuse synchronicité, il m'est arrivé une mésaventure la semaine dernière. L'une de mes collaboratrices m'envoie un email m'informant des prévisions de facturation pour le mois de juillet de l'une de mes sociétés. Le chiffre étant inférieur aux prévisions, elle m'annonce faire un point complet pour le lendemain matin.
Je reçois un email en soirée avec un chiffre dépassant ses prévisions et je me pourfends d'une réponse en forme de bravo. Quelle n'est pas ma surprise de la voir venir me voir le lendemain matin en me disant qu'elle avait presque fini, qu'il me manquait telle ou telle affaire. Devait-elle forcer pour les mettre dans les chiffres du mois de juillet ou les laisser sur août? Je lui réponds août, bien sûr, et encore bravo pour juillet. Elle me regarde très étonnée, encore bravo. Bah oui, lui dis-je, j'ai répondu à ton email d'hier soir en te félicitant. Et là, elle m'annonce qu'elle n'a jamais envoyé de mail, donc bien évidemment qu'elle n'a pu recevoir aucune réponse de ma part. Déconcerté, j'ai bien cherché 5 minutes dans mon Outlook pour conclure que j'avais rêvé. C'était la seule conclusion plausible à laquelle je suis arrivé, car c'était aussi vrai que la réalité. Et sans la preuve formelle fournie par l'outil informatique, j'aurais peut-être encore des doutes. Pour beaucoup de scientifiques, dont notamment Philippe Guillemot, le siège de notre mémoire ne serait pas dans notre cerveau, mais dans une autre dimension, à laquelle notre esprit serait rattaché. Certains appellent cette dimension où notre mémoire est présente la noosphère. Serait-il alors inconcevable que des entités maîtrisant cette dimension puissent y intervenir à leur guise et y injecter des souvenirs qui nous y seraient propres et que l'on croira ensuite être réels? Cela rejoindrait ainsi tous les travaux que j'ai évoqués dans cette conférence qui expliqueraient pourquoi certaines personnes se souviennent avoir été abductées sans séance d'hypnose et d'autres avec ces séances. On va conclure cette émission en vous indiquant que Anne Ruffel a une méthode qui marche pour se débarrasser des entités. Prier. Cela a été du reste rapporté par de nombreux abductés lorsqu'ils se trouvaient dans la fameuse salle d'examen. Certains étaient tellement effrayés qu'ils se sont mis instinctivement à prier Dieu ou Jésus de venir les sauver. Or, en faisant cela, c'est ce qui est arrivé. Ils se sont retrouvés paisiblement dans leur lit. Normal. C'est ce que ces entités veulent, que l'on prie avec intensité. Et croyez-moi, elles vont continuer à prier encore longtemps, ces personnes. Pendant ce temps, Anthony Lewandowski, le père de la voiture autonome de Google, a fondé aux États-Unis une organisation religieuse qui fait la promotion d'une divinité basée sur une intelligence artificielle. L'homme a besoin de croire, c'est dans son ADN. Ils nous l'ont programmé. Certains scientifiques l'appellent la molécule de Dieu. Merci de votre écoute. À très bientôt. Bye bye.